spécialiste de la question, spécialiste de la politique américaine, culture et religion. On va parler du lendemain de ces élections, les résultats, etc. On va évoquer beaucoup de points avec le professeur. Monsieur Cornette, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir, monsieur Sali. Merci beaucoup, Monsieur Cornette. Donc là, on n'est pas encore sorti de l'impasse. On parle encore de compter les votes. Monsieur Pompeo a même dit aujourd'hui qu'on va compter les votes un à un et on aura une deuxième administration Trump. D'un autre côté, beaucoup de félicitations de par beaucoup de leaders dans le monde qui félicitent Biden. Une situation vraiment délicate. Où est-ce que cela va nous mener? Premièrement, est-ce que vous pensez que c'est digne des États-Unis et est-ce que cela posait un problème de violence? De violence, je n'en suis pas certain, monsieur Sali. Toutefois, Trump, hier, a exigé la démission, en fait, il a congédié le secrétaire de la Défense, Mark Esper, et il a fait très exprès parce que cet été, lors des émeutes, des manifestations, des manifs, dans la mouvance Black Lives Matter, eh bien, Donald Trump a proposé de se servir des soldats américains pour mater, pour supprimer ces manifestations qui, selon la Constitution américaine, on en a pleinement le droit dans la mesure qu'on manifeste de façon pacifique. Eh bien, Trump a proposé de se servir des soldats des forces armées fédérales américaines. Et Mark Esper y a apposé un refus global et également celui qui est responsable de toutes les forces armées américaines aux États-Unis, on dit Chief of Staff, et il a failli démissionner sur cette question-là. Quand on a vu que Donald Trump voulait instrumentaliser les soldats américains contre les civils qui sont en droit de manifester, qui sont en droit d'exprimer leur dissidence, eh bien là, c'était un point de non-retour pour Mark Esper et pour celui qui est chef de toutes les forces armées américaines. Il est encore en poste, mais il a songé à soumettre sa démission lui aussi. Parce que vous comprenez bien que dans la tradition américaine, il faut faire une distinction claire et nette entre le pouvoir civil, civique et le pouvoir militaire, et ce dernier est au service des civils, du pouvoir civique, donc démocratique, et on ne s'en sert pas contre des citoyens. Exactement. D'un autre part, on voit que Biden, l'équipe Biden-Harris, est une équipe progressiste de vue, mais parlez-nous un peu du camp démocrate. Est-ce qu'on peut voir prochainement des problèmes internes sur cette ligne-là, progressiste ou non progressiste? Est-ce que le Parti démocratique, il sera prêt pour l'après-élection pour diriger le pays d'une façon unie à l'interne? Bon, d'abord, je contesterai, moi, Monsieur Sali, le fait que Biden soit progressiste. Il est davantage centriste. D'ailleurs, le progressiste, l'aile socio-démocrate, eh bien, c'était Bernie Sanders. Et c'est encore, ça fait partie intégrante
du Parti démocrate dans l'aile de AOC, Mademoiselle Cortez, et elles sont quelques-unes qui, elles d'ailleurs, on les a réélues, mais de façon majoritaire, flagrante, ce qui n'était pas le cas de bien des candidats démocrates. Donc, au sein du Parti démocrate, il y a une division implicite, inhérente entre l'aile sociodémocrate progressiste, dont les racines se trouvent dans la présidence de Franklin Delano Roosevelt, dans ce qu'on appelle le New Deal. Il était président, n'est-ce pas, de 1933 jusqu'à son décès en 1945. Et c'est Franklin Delano Roosevelt, c'est le seul moment qu'il y avait aux États-Unis, dans l'histoire présidentielle, quelqu'un qui prônait justement une vision d'un filet social, safety net, welfare safety net, et même qui prônait l'idée de l'État-providence. Or, ça, c'est une ligne de démarcation. Et donc, il était en pouvoir de 1933 jusqu'en 1945. Et depuis, il y avait des présidents, surtout démocrates, qui avaient collaboré pendant cette époque avec FDR, Franklin Delano Roosevelt, entre autres, du Texas, Lyndon Baines Johnson. Or, lui, il a puisé dans cet héritage progressiste social-démocrate du New Deal l'idée du Great Society, la grande société. Or, cette époque-là est depuis l'élection de Ronald Reagan, la révolution de Ronald Reagan, eh bien, on vient miner, on vient contrecarrer la seule et unique tradition progressiste social-démocrate dans l'histoire de la présidence américaine. Et Biden, il est complètement centriste. Kamala Harris, qui, comme moi, est une ancienne de l'Université de Californie à Berkeley, et d'ailleurs ses deux parents, et sa mère, et son père, comme moi, étaient des anciens de l'Université de Californie à Berkeley. Eh bien, Harris, au début de sa campagne, elle tendait vers l'aile progressiste social-démocrate, mais quand elle a vu la critique qu'on lui a fait, eh bien là, il n'était plus question des soins médicaux pour tous et chacun, qui n'existent toujours pas d'ailleurs aux États-Unis. Et de plus, en ce moment même, à l'heure qu'on se parle, le dossier de Affordable Care Act, Obamacare, est devant la Cour suprême des États-Unis. Donc, tout ça, et c'est en question. Mais l'ironie, Monsieur Sally, c'est que les candidates, et je dis bien candidates, elles sont des femmes, elles sont jeunes, elles proviennent des cultures, des arrière-plans ethniques fort variés, ainsi que des plans religieux différents, entre autres de l'islam, dans le cas de la représentante du Minnesota, également la palestinienne, d'origine palestinienne, du Michigan. Oui. Alors et ce qui est très intéressant, vous savez très bien, Monsieur Sally, que les démocrates ont perdu les plumes dans cette élection. Oui. On était très, très loin d'une majorité écrasante du Parti démocrate. Au contraire, dans la Chambre des représentants, les démocrates ont perdu des sièges et ils les ont perdus au détriment des républicains et surtout des femmes républicaines de la mouvance du conservatisme social. Or, pourquoi? Là maintenant, on fait au sein du Parti démocrate, surtout dans la Chambre des représentants, on fait mea culpa. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on a perdu des sièges
alors qu'on était majoritaire, la majorité, elle est tellement mince. De plus, on vient d'annoncer aujourd'hui même que le candidat démocrate pour le Sénat américain en Caroline du Nord, eh bien, il a concédé la victoire au candidat républicain. Comment se fait-il? Or, il y a là un discours chez les démocrates. Est-ce que c'est parce qu'on s'est trop associé au mouvement Black Lives Matter? Et surtout, est-ce que c'est parce qu'on a parlé du démantèlement des départements de police et qu'on a voulu prôner l'idée de réduire les budgets des policiers? Or, selon des personnes, y compris des Noirs, représentant des Noirs démocrates à la Chambre des représentants, je pense entre autres au représentant Clyburn, qui est un des chefs du caucus noir démocrate aux États-Unis. Il dit il ne fallait pas qu'on parle de la sorte. Ça nous a fait perdre des votes, ça nous a fait perdre des représentants à la Chambre. Or, on voit qu'il y a, au point de vue politique, pour ne pas dire idéologique, un conflit. Évidemment, lors de toute cette campagne, on avait écarté, mais complètement, Bernie Sanders, qui lui était chef du camp progressiste sociodémocrate. Et c'est le même sort qu'on a réservé à la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, ancienne professeure de droit à l'université Harvard, qui elle aussi, elle est de l'aile progressiste sociodémocrate. Eh bien, on l'a complètement écartée. Et pourquoi a-t-on fait cela? Parce qu'il fallait gagner le terrain commun entre les indépendants, les républicains, mais davantage du centre, et des démocrates. Donc, je crois qu'il faut faire, actuellement, on fait, chez les démocrates, on se culpabilise. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu tellement de place à la Chambre des représentants? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas gagné le Sénat? Pour les démocrates, c'était une évidence qu'on allait gagner. Parfait. Mais non. Merci beaucoup, Monsieur Cornette. On va bien sûr continuer après cette pause publicitaire. On va évoquer la nouvelle administration et son lien avec les communautés religieuses et surtout le dossier de l'immigration. Ça sera pas long. On revient dans quelques instants. D'accord. كلمنا طلع توا كلمنا اللي عندك نورمال اللي عندك بروبليم مع البنك ناسيونال اللي ما عندكش بروبليم مش قدرانين Non. هكا مين قال نورمال توا عندك البنك ناسيونال اصلا انا جاي 15 ميساج De retour
retour à nos émissions, donc les émissions de Média Maghreb sur les ondes de la radio du Moyen-Orient 1450 AM, 104.5 FM continuent jusqu'à 10h. Nous avons la présence du professeur Normand Cornette. On est en train d'analyser et d'avoir son avis sur l'après-élection aux États-Unis, si on peut le dire, puisqu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit. Professeur Cornette, donc c'est sûr, il y a deux points très importants dans la scène publique américaine. C'est la relation avec les communautés religieuses. Là, on parle notamment de la communauté musulmane, puisque nos auditeurs, c'est majoritairement des musulmans, et aussi le dossier de l'immigration, et on parle surtout de la très grande présence de la communauté latino-américaine aux États-Unis. Après l'administration Trump, qu'est-ce qui va passer avec ces deux points-là? Est-ce que la nouvelle administration, vous pensez qu'elle va renouer avec une bonne stratégie politique pour ces deux dossiers? Mais dans un premier temps, on fait déjà l'analyse de l'échec du Parti démocrate auprès des Latinos, tout particulièrement, Monsieur Sali, dans la vallée du Rio Grande, au Texas. D'ailleurs, je suis natif moi-même du Texas. Et donc, malheureusement, le Parti démocrate a pris la décision de ne pas faire de porte-à-porte, de ne pas se présenter en personne. On voulait tout faire virtuellement et on a perdu le contact humain. Et j'insiste là-dessus. Comment se fait-il que les républicains, contre toute attente, on a fait des gains et des gains importants dans la Chambre des représentants parce qu'ils étaient sur le terrain, pas virtuellement, mais en personne. Ils faisaient des annonces en espagnol, donc tout l'électorat hispanique. Et c'était la même chose en Floride que Trump a remporté. D'ailleurs, c'est très, très rare, et ça j'insiste là-dessus, très rare qu'on peut gagner la présidence aux États-Unis sans remporter l'État de la Floride, qui est le troisième plus grand État sur le plan démographique. Et Trump l'a remporté haut les mains. Et ça aussi, c'est parce que les républicains, ils étaient là dans les communautés, dans les quartiers. Ils allaient en personne. Et ils ne faisaient pas ça par ordinateur, par d'autres moyens. Et de plus, et c'est ça qui est l'ironie, Monsieur Ali, dans les comtés les plus touchés par la COVID-19, eh bien 93% ont voté pour Trump. Croyez-le ou non, les communautés les plus touchées, entre autres dans la vallée du Rio Grande. C'est parce qu'ils ne tenaient pas Trump responsable pour la pandémie et au contraire, puisqu'il avait une présence humaine, individuelle, personnelle de la part du Parti républicain, eh bien, les Latinos ont voté républicain. Donc, sur le plan de l'immigration, jusqu'à la COVID-19, Monsieur Sali, en tant qu'Américain du Texas, je me rends, mais ponctuellement aux États-Unis, et cela à plusieurs reprises. Et dès l'élection, lors de l'élection de 2016, j'ai demandé aux immigrants, aux immigrantes, leur perception de Donald Trump. Et je tiens le communiqué à l'auditoire de Radio Moyen-Orient. Aux yeux des immigrants et immigrantes aux États-Unis, Donald Trump personnifie le rêve américain. Et ce rêve, elle n'est pas sur la base communautaire, elle n'est pas sur la base ethnique, elle n'est pas sur la base religieuse, elle n'est pas sur la base linguistique, elle n'est pas sur la base autre que l'individu. Un individu a la possibilité aux États-Unis de réaliser ses rêves. Et c'est à lui ou à elle de les réaliser. Or, à leurs yeux, c'est ce que Donald Trump
incarnent ou incarnaient. Et ils étaient très, très critiques, disons, des hispaniques qui voulaient outrepasser la frontière. J'étais à San Diego. San Diego, c'est en face de Tijuana, entre la frontière entre la Californie et Baja California. Donc, oui, donc on est vraiment à la frontière. Et c'était eux qui étaient les plus critiques. Ils ont dit, mais nous, on a pris tous les moyens pour nous rendre ici légalement et pour gagner nos vies et pour assurer notre succès et le succès de nos enfants pour elles puissent aller à l'université. Eh bien, ils disent, comment se fait-il qu'on va de façon illégale frayer le chemin des millions d'autres personnes qui ne sont pas entrées en bonne et due forme selon les règles. Ce rêve, et j'insiste là-dessus, et ça explique pourquoi des millions de personnes ont voté pour Donald Trump, même en connaissance de cause, puisqu'il avait déjà fait un mandat. Et il a fait des choses, il a dit des choses à nos yeux, mais aberrantes. Et pourtant, des millions de personnes, y compris des Latinos, ont voté pour Donald Trump. Parce que tout cela est sur la base individuelle. Donald Trump personnifie un rêve qui est néo-capitaliste. C'est que la personne, l'individu, est responsable de sa santé et de son succès. D'accord. Professeur Cornette, un autre point très important, on l'a vu dans la dernière partie de l'administration Trump, donc dans les récents mois ou même semaines, quelques pays arabes, surtout du Golfe Persique ou du Golfe arabe, ils ont normalisé leurs relations avec l'État d'Israël. Comment voyez-vous ce point qui divise la communauté arabe, qui divise peut-être aussi les Palestiniens? Comment voyez-vous le comportement d'une administration Biden-Harris avec ce dossier? Très bonne question. Je voudrais fermer la parenthèse sur la question précédente. L'avenir du Parti démocrate et des États-Unis, ce sont des personnes, des individus comme Kamala Harris, qui, elle, a des origines en Inde et en Jamaïque. D'ailleurs, une des démocrates qui vient de se faire élire, elle est afro-coréenne. Donc, cette hybridité, c'est le présent et c'est l'avenir des États-Unis, et sur le plan social et sur le plan politique, et y compris dans le Parti démocrate. Mais dans la question des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, la pierre angulaire de la politique américaine au Moyen-Orient, c'est l'État hébreu, c'est Israël, c'est le pied à terre des forces militaires et des armes militaires américaines. D'ailleurs, Israël a accès à des avions chasseurs, à des fusées et beaucoup des drones que personne d'autre a accès dans le monde entier à part les États-Unis et Israël. Donc, c'est un petit peu la forteresse, c'est le fer de lance américain dans le Moyen-Orient. De plus, évidemment, Donald Trump, comme aucun président avant lui, ne faisait même pas semblant d'être neutre dans la question israélo-palestinienne. Il était du côté d'Israël. D'abord, il a reconnu Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël seulement. Il a même déménagé l'ambassade américaine à Jérusalem. Mais qui plus est, et ça, vous savez, jusqu'à dernièrement, la pierre de touche de la politique vis-à-vis le Moyen-Orient, c'était les relations israélo-palestiniennes. Oui. Or, il n'en est plus le cas.
On peut dire que c'est une question de réel politique, que Donald Trump et son administration, et surtout Mike Pompeo, il ne faut pas sous-estimer la mouvance zioniste chrétienne aux États-Unis, des évangéliques blancs qui croient dur comme le fer qu'il faut que les prophéties de la Bible s'accomplissent dans l'État Israël moderne. Et seulement à ce moment-là, est-ce qu'on peut réaliser le royaume de Dieu sur terre. Donc, Israël est la plaque tournante pour le mouvement du zionisme chrétien, dont Mike Pompeo fait partie. Mais, et c'est ça la stratégie, voire le génie de ce qu'a fait Donald Trump avec Qatar, avec Bahreïn, avec les Émirats, avec le Soudan, où il y avait ce grand rassemblement où tous les pays arabes ont dit jamais va-t-on reconnaître Israël officiellement tant et aussi longtemps qu'on n'a pas résolu la question palestinienne. Eh bien, la pierre de touche de la politique des États-Unis, ce n'est plus les relations israélo-palestiniennes. En fait, ces relations israélo-palestiniennes étaient la pierre d'achoppement. Alors, toujours, il y avait cet obstacle, cette barrière à normaliser les relations entre les pays arabes, les pays musulmans et Israël à cause des relations israélo-palestiniennes. Eh bien, on a carrément enlevé cette entente, soit explicite, comme c'était le cas dans le traité à Khartoum, dans le Soudan, et c'est pour cela les relations israélo-soudanaises, c'est surtout symbolique. On vient d'effacer l'entente qu'on ne va jamais réaliser, normaliser les relations avec Israël tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réglé la question palestinienne. Et comme vous savez, monsieur... Dernière question, professeur Cornette, elle concerne, on voit que l'image des États-Unis suite à la crise, suite à la pandémie de la Covid-19, elle est ternie dans le sens qu'on voit l'augmentation du nombre de cas, le nombre de décès. C'est comme si une superpuissance n'a pu rien faire devant un tel problème. Et on a vu aussi les interventions controversées de Trump durant cette crise. Ça frôlait un peu, excusez le mot, un peu le ridicule parfois. Comment un pays avec des moyens gigantesques comme les États-Unis, avec la possibilité de donner au monde un vaccin contre la Covid-19, comment il va s'en sortir de cette crise? Mais dans un premier temps, parfois on a l'impression que Trump se croit alchimiste, que par magie, par le bâton du magicien qui va tout résoudre. Mais il faut encore revenir. Trump est la réalisation du néo-capitalisme, toute cette approche que les finances, l'économie, l'argent, toutes ces questions monétaires, c'est une panacée. Du moment qu'on s'occupe de l'économie, eh bien, on résout tous les problèmes. Et ça, c'était une erreur fatale et fort grave parce que la santé médicale et la santé économique vont de pair. Mais vous savez, la critique, et c'est la raison que des millions de personnes américaines ont voté pour Donald Trump, c'est que pour eux, l'État n'est pas une panacée. Ce n'est pas à l'État de s'occuper de ma santé. Ce n'est pas à l'État de répondre à mes besoins affectifs. D'ailleurs, Donald Trump, il n'a jamais cherché à faire des câlins à qui que ce soit. Il n'a pas versé des larmes. Pour lui,
sa seule et unique raison d'être, c'est de mener à la réalisation du profit. Donc, il instrumentalise, et c'est ça, vous avez parlé au début de l'entrevue du danger actuel dans la suite de ces élections. Ce qu'on voit actuellement, Monsieur Sali, c'est que Trump et tous ceux et celles qui l'appuient sont en train de privatiser le gouvernement fédéral pour réaliser des profits qui vont leur revenir. Merci beaucoup, professeur Cornette, de votre intervention ce soir. Professeur Normand Cornette, spécialiste de la politique américaine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Monsieur Sali.